Bonjour. 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 Nous avons 17 questions ce matin, donc on va démarrer tout de suite pour que vous ayez le temps de poser des questions complémentaires éventuellement. Je vous demanderai de désactiver vos micros pour les personnes qui l'ont activé. Donc rapidement, je me présente, je suis Myriam Lucas, responsable marketing et communication pour le juridique et in extenso avocat en particulier. Merci à tous pour votre présence ce matin. En même temps que je parle, je fais rentrer les gens. Je vais vous présenter rapidement le groupe in extenso et ensuite nos intervenants répondront aux questions que vous avez posées dans le formulaire lorsque vous vous êtes inscrits. Ils répondront aux questions et si vous avez des questions complémentaires, je vous remercie de pouvoir les poser dans le chat. Nos intervenants y répondront dès qu'ils auront traité les questions qui auront été posées. Donc, je commence par la présentation du groupe in extenso. Donc, in extenso est le leader de l'expertise comptable et du conseil aux TPE et PME en France. Qui dit leader dit 600 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 7300 collaborateurs répartis dans 280 agences qui accompagnent au quotidien 160 000 clients. Leader, c'est aussi un accompagnement à 360 degrés des TPE et PME en France, avec bien sûr notre cœur de métier d'expertise comptable, mais également depuis la création d'entreprise et la reprise d'entreprise avec Coincé qui a été renommée en in extenso reprise et création, en passant par l'externalisation de la fonction finance avec Adastra, la gestion de la paye, le conseil en fusion et acquisition avec in extenso finance. Nous avons aussi le conseil aux acteurs privés et publics de l'hôtellerie et du tourisme. Nous travaillons aussi avec les chefs d'entreprise au niveau de leur patrimoine, avec l'optimisation de la stratégie patrimoniale. Et en 2015, in extenso a souhaité renforcer ses équipes juridiques avec la création d'un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires, in extenso avocat. Ce qui m'amène à la présentation des services juridiques d'in extenso, qui représente aujourd'hui 500 professionnels du droit répartis dans 80 agences et dont 8 cabinets d'avocats dirigés par 18 associés. Nous accompagnons toutes sortes de clients, des PME, TPE, des collectivités, des dirigeants, des fonds d'investissement, associations, professions libérales et particuliers. Nous les accompagnons dans nos domaines d'expertise principaux qui sont le droit des affaires, le droit social et le droit fiscal. Mais nous les accompagnons également en public et collectivités locales, en immobilier construction, en préjudice corporel. Nous accompagnons également les entreprises en difficulté et à l'international dans le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Nous intervenons en conseil et en contentieux. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants afin qu'ils se présentent avant le traitement des questions. Muriel, je vais te laisser la parole. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Muriel Bayard, directrice sociale chez in extenso et plus spécifiquement au sein de la région Sud-Ouest. J'accompagne depuis 25 ans nos clients sur les problématiques de droit du travail, protection sociale et de la paye. Et je suis également formatrice au sein du groupe. Merci Olivier. Oui, bonjour à tous et toutes. Olivier Paracone, avocat à Aix-en-Provence. Donc le cabinet, nous l'avons créé en 1993. Cabinet principal à Aix-en-Provence et un autre cabinet proche du Vaucluse où nous avons aussi pas mal de clients. Et notre typologie de clients, ce sont essentiellement des TPE, PME, qui n'ont pas de juriste et pas de service juridique évidemment en interne et que nous accompagnons pour un peu tous les besoins récurrents qui sont les leurs, du juridique, du judiciaire et plus si affinité. Parfait. Alors, on va traiter la première question. Quelle est la définition légale d'un cadre dirigeant selon le droit du travail? Un peu général. Qui s'y colle? Oui, alors je prends la main sur cette question.
Donc, le cadre dirigeant, c'est un statut qui s'est construit au fil du temps de la jurisprudence et de la loi. Donc maintenant, il est très bien cadré, très bien défini par le Code du travail, l'article L 3111-2. La définition, ben je la lis, hein, c'est un peu austère, mais je ne saurais dire mieux que ce texte de loi qui, encore une fois, est le fruit d'une construction bien très ancienne. Donc, les cadres dirigeants sont des cadres qui doivent remplir 3 critères au sein de la loi. Le premier, c'est qu'on leur confie des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Le deuxième critère de la loi, c'est qu'ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome. Le troisième critère, c'est qu'ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. Donc, une fois qu'on a dit ça et qu'on a défini ce qu'était un cadre dirigeant et qu'on l'a bien prévu, si on a bien fait les choses dans le contrat de travail, quelles sont les implications de ce statut? Les implications, là aussi le texte de loi est très clair. La loi nous dit que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres 2 et 3 du livre premier du Code du travail relatif à la durée du travail, les repos et le congé. Donc ces titres 2 et 3, ce sont pour le titre 2 toutes les dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires. Donc par exemple le travail de nuit, le travail à temps partiel, le travail intermittent. Et le titre 3, ce sont toutes les dispositions relatives au repos et aux jours fériés. Voilà, donc toutes ces dispositions du Code du travail ne sont pas applicables au cadre dirigeant dès lors qu'ils rentrent clairement dans la catégorie. Donc concrètement, c'est une définition qui, comment dire, les exclut de tout un tas de dispositions sur les horaires de travail. Hein. C'est-à-dire, ce sont des cadres qui travaillent sans compter. Pour faire simple, pour résumer. Et d'ailleurs, la quasi-totalité des jurisprudences que l'on trouve sur les cadres dirigeants, ce sont des jurisprudences qui ont trait à des demandes de paiement d'heures supplémentaires, d'heures complémentaires, que formulent des cadres qui considèrent ne pas relever du statut de cadre dirigeant ou qui considèrent que leur contrat de travail qui les qualifie de cadre dirigeant ne répond pas aux critères légaux et qui revendique le paiement d'heures complémentaires, d'heures supplémentaires, de jours fériés non payés, etc. Donc voilà pour le statut actuel. Pour être complet puisqu'on est sur le chapitre de la définition légale, et puis pour donner une petite connotation historique, donc le texte, je vous l'ai dit, est en vigueur depuis le 1er 2008. Il existait auparavant un autre texte dans sa version ancienne qui datait de l'année 2000. Et avant 2000, dans le Code du travail, on ne trouve aucune référence au cadre dirigeant. C'était une lacune, puisque ça ouvrait lieu à de nombreux conflits, justement, sur les problématiques de paiement d'heures supplémentaires ou pas. Et c'est la Cour de cassation qui avait élaboré une jurisprudence au fil des ans très étoffée, très bien conçue, et d'ailleurs conçue en application de directives européennes, notamment une directive de 1993 dite directive travailleurs autonomes, qui reprenait un petit peu les critères qui sont aujourd'hui codifiés. Donc c'est la Cour de cassation qui avait comment dire, bâti cette jurisprudence au fil des ans, et cette jurisprudence a été codifiée, comme on dit dans notre jargon, pratiquement à droit constant, c'est-à-dire que la loi en 2000 a repris la jurisprudence de la Cour de cassation et a instauré ce régime qui a évolué quelque peu entre 2000 et 2008 pour retrouver sa version actuelle et le texte en vigueur au 1er mai 2008.
Voilà. Donc, si vous lisez le texte, vous verrez qu'il est extrêmement clair. Aux 3 critères légaux, la Cour de cassation, il y a quelques années, en a ajouté un 4e. Il fallait bien qu'elle amène sa petite touche de fantaisie. Donc, aux 3 critères que j'ai rappelés tout à l'heure, donc cadres qui ont des grandes responsabilités et une grande indépendance dans l'organisation et l'emploi du temps, premier critère. Cadres habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, deuxième critère, et cadres qui perçoivent une rémunération parmi les plus élevées au sein de l'entreprise. La Cour de cassation en rajoute une 4e, où elle dit ces 3 critères en impliquent nécessairement un 4e, c'est la participation à la direction de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est un ajout de la Cour de cassation au texte. Donc on n'est plus à 3, mais à 4 conditions. Et pour illustrer la pertinence de ce 4e critère, je vais vous citer un exemple concret, parce que là, l'exposé que je viens de faire peut-être est un petit peu austère. J'ai trouvé une jurisprudence intéressante sur un responsable de collection homme d'une entreprise de prêt-à-porter. Donc, c'est le débat classique. Il travaillait énormément et à un moment donné, il était en conflit avec sa maison de couture. Et donc, il a dit, bah, puisque c'est comme ça, j'arrête de me décarcasser, de travailler jours et nuits pour une reconnaissance qui n'est pas à la hauteur. Et je vous assigne, je saisis les prud'hommes et je demande le paiement de toutes les heures complémentaires que j'ai faites. Donc, le débat porté sur le point de savoir s'il était cadre dirigeant, donc non assujetti à un horaire et non fondé à réclamer le paiement d'heures faites en excédent selon lui, ou s'il ne bénéficiait pas de ce statut. Alors, la Cour de cassation nous dit dans ce dossier qu'il disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, puisque c'était lui qui présidait à tout le travail de réalisation des collections de prêt-à-porter, que ce soit hiver ou été. Donc, il avait une très grande autonomie. Il avait un haut niveau de responsabilité technique, puisque personne ne lui donnait des ordres. C'est lui qui était entièrement autonome sur la gestion des collections. Il était, qui plus est, placé au plus haut coefficient de rémunération prévu par la convention collective. Donc, il remplissait tous les critères de la loi, mais, nous dit la Cour de cassation, il ne participait pas à la direction de l'entreprise. Donc, il n'était pas actionnaire, il ne siégeait pas au conseil d'administration, ni au CODIR. Donc, la Cour de cassation nous dit, malgré le fait qu'il remplisse les 3 critères de la loi, selon nous, et la sentence de la Cour de cassation est irrévocable, puisqu'il n'y a pas d'organe qui dira le contraire au-dessus. Donc la Cour de cassation nous dit il ne participe pas à la direction de l'entreprise, donc ce n'est pas, selon moi, et selon les définitions légales et l'interprétation que j'en fais, un cadre dirigeant. Donc voilà, peut-être que cet exemple concret vous permettra de comprendre un petit peu les intérêts et les enjeux de cette problématique. Et pour être parfaitement complet sur le sujet, et pour être aussi un petit peu imagé, donc dans la documentation, on trouve des symbolisations disant que on fait des cercles concentriques. Dans une entreprise, on a un gros cercle au sein duquel se trouvent les cadres, un cercle un peu plus petit au sein duquel se trouvent les cadres supérieurs, et le dernier cercle, donc celui qui est le plus proche du pouvoir et des organes de direction, ce sont les cadres dirigeants. Donc voilà pour la position imagée des cadres. Voilà, là aussi, cette image permettra peut-être de comprendre un peu mieux la définition, sachant que, encore une fois, si vous voulez les critères légaux, vous les trouverez facilement dans le Code du travail, mais jamais que c'est peut-être un petit peu austère et un petit peu technique. Ok. Muriel, tu as un complément à faire? Oui, c'était relativement complet, oui. Pas de... On n'a pas de questions.
La deuxième. Quelle est la définition non, c'est la même. Ah, si, c'est ça. Quelle est la définition légale du statut de salarié pour un cadre dirigeant actionnaire de sa société? Alors, je dirais que la définition est identique puisqu'on vient de la détailler, à cela près que ça appelle une attention accrue sur le fait qu'en l'espèce, on nous parle d'un cadre dirigeant actionnaire. Et donc, à partir du moment où il détient des parts sociales, ce cadre dirigeant, on commence à effectivement devoir être très vigilant sur est-ce que pour autant il a un véritable contrat de travail ou est-ce qu'il peut être assimilé à un dirigeant de fait. Alors, on rentre dans un autre aspect de la notion de cadre dirigeant où parfois on a un amalgame entre cadre dirigeant, mandataire social. Là, l'actionnaire, de par la question, n'est pas un mandataire social, il est simplement détenteur de parts. Se pose la question de vérifier auprès de France Travail, c'est ce que nous, en tout cas, on préconise, de s'assurer qu'il n'est pas dirigeant de fait et donc de faire un rescrit auprès de France Travail. Ça permet de sécuriser le contrat de travail pour vérifier qu'il y a bien un lien de subordination et qu'on n'a pas tous les faisceaux d'indices qui concourent à faire que, de par l'actionnariat de ce cadre, eh bien, on n'est pas dans une autre sphère, et donc la sphère du dirigeant de fait, et de ce fait qui pourrait remettre en cause finalement l'opposabilité d'un simple contrat de travail de cadre dirigeant. Voilà. Donc, je ne sais pas si Olivier vous souhaitez compléter, mais voilà, au regard de la première question, là, on a une autre dimension avec l'actionnariat, et donc ce point de vigilance important. Oui, non, moi, je n'ai pas rien à rajouter à ce stade, sachant que nous avons d'autres questions qui, qui abordent les deux problématiques du contrat de travail et du mandat social, puisque ces deux problématiques, enfin voilà, on rencontre souvent le cumul de ces deux catégories. Et d'autres questions y traitent et on pourra développer un petit peu au sujet d'autres questions. Ça marche. Question 3. Un président majoritaire au sein d'une SAS est non rémunéré avec un contrat de travail portant sur des fonctions techniques. Président salarié au titre du contrat de travail. Cette situation est-elle légale? Alors, dans la continuité de ce qu'on a commencé à effectivement expliquer et à préciser, c'est qu'en l'espèce, un mandat social peut être gratuit. Là, on nous parle, la question est posée par rapport à une non-rémunération sur, a priori, un contrat de travail qui porterait sur des fonctions techniques. Donc, ça veut dire que la dénomination des fonctions techniques du contrat ne peut pas être celui de président. On aborde là, on rentre dans le vif du sujet du comment peut-on cumuler un mandat social avec un contrat de travail. C'est tout l'enjeu et toute la complexité finalement de ces statuts-là. Là, si le président, alors majoritaire de surcroît, est non rémunéré au titre de son mandat social, pourquoi pas, c'est légal. Par contre, s'il détient un véritable contrat de travail au sein de fonctions techniques, avec des fonctions réelles et sérieuses sur d'autres aspects que la présidence et le mandat social, dans ces cas-là, il doit être rémunéré au regard de ses fonctions techniques. Maintenant, ça pose la question d'un cumul de ces deux, voilà, du mandat et du contrat. Ce n'est possible qu'à certaines conditions et l'administration est assez vigilante sur le fait que ça ne doit pas faire obstacle à une fraude à la loi et qu'on doit avoir un véritable contrat de travail pour de véritables fonctions techniques indépendantes du mandat social. Et c'est pour ça que souvent on retrouve une rémunération au titre du mandat social et une rémunération au titre du contrat de travail. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on a effectivement une rémunération sur le mandat social que c'est un faisceau d'indices de reconnaissance du contrat de travail. Voilà. Okay. Olivier, tu as un complément à faire? Non. Bon, Oui, tout à l'heure on développera, mais parce qu'il y a une question qui est exactement sur le thème. Ok, j'ai une question qui est posée dans le chat. À mon avis, c'est par rapport à la question 2, combien de temps pour obtenir le rescrit France Travail
et quels sont les critères principaux d'appréciation? Alors, les délais sont variables, mais on est peut-être sur 30-60 jours maximum. C'est un rescrit qui doit être fait forcément une fois l'embauche réalisée, le contrat de travail signé. Les points d'attention de ce questionnaire, en fait c'est un questionnaire, on va être sur le lien de subordination, auprès de qui le cadre dirigeant rend-il des comptes, quelle est la fréquence de ses comptes rendus, est-ce qu'il détient la signature bancaire, quel est son pourcentage de part sociale éventuellement dans la structure. Voilà, ce sont tous ces faisceaux d'indices qui concourent pour France Travail à se positionner sur la reconnaissance du contrat en tant que véritable contrat de travail qui justifiera donc l'appel de cotisation et surtout l'indemnisation demain en cas de rupture du contrat de travail. Ok. J'ai une autre question par rapport à la question 3. S'il y a mandat et contrat, le lien de subordination est vis-à-vis de qui? De la société. Donc, Ok, effectivement, si on a un mandat social qui détient la majorité des parts sociales, on a un frein pour prouver, enfin, on n'a pas de lien de subordination. Voilà, quand l'associé est majoritaire, Mm. le lien de subordination n'est pas établi. ok. Donc, dans ce cas, le cumul des deux, du contrat de travail et du mandat social, n'est pas possible. On dit, enfin, c'est le cas souvent dans les petites structures, que le mandat social absorbe le contrat de travail. Marche. À mon avis, c'est une question par rapport au rescrit. Dans le questionnaire, il est demandé d'indiquer la participation du dirigeant dans la société. Doit-on indiquer uniquement la participation directe? Sauf erreur de ma part, dans le questionnaire, il y a une référence qui est faite si la société appartient à un groupe. Et donc, à partir de là, effectivement, il faut répondre à la question en connaissance de toutes les participations de la dite société dans d'autres sociétés du groupe et du coup du cadre dirigeant ou du dirigeant. Et question 4. Un dirigeant actionnaire majoritaire, salarié unique, assurant l'intégralité des prestations techniques et donc du chiffre d'affaires de la société, est soumis au régime des mandataires sociaux pour les cotisations sociales alors qu'il ne reçoit aucune rémunération au titre de son mandat social. Est-ce normal? Voilà, donc c'est la question dont je parlais tout à l'heure, qui est toujours sur la même thématique, hein. Donc pour répondre à la question, il faut partir d'un peu plus loin et se poser la question de savoir si on peut cumuler le statut de cadre dirigeant, donc un contrat de travail, et un mandat social. Donc la réponse est oui, mais à un certain nombre de conditions. Et la condition essentielle, c'est qu'il existe un lien de subordination. Donc s'il n'y a pas, dans la question posée, il semblerait qu'il n'y ait pas de lien de subordination. Donc, on est dans la situation où c'est le mandat social enfin, le contrat de travail s'efface derrière le mandat social. Et à ce moment-là, effectivement, il faut payer le régime des cotisations, c'est celui du mandataire social. Et Donc, sinon, pour revenir aux situations de cumul, donc quand elles sont possibles, donc c'est évidemment dans les grandes entreprises, un cadre dirigeant, même s'il a des prérogatives, même s'il détient une partie du capital, eh ben, il est pas majoritaire, hein, donc il est bien en lien de subordination. Il y a bien quelqu'un qui exerce à son égard un pouvoir de direction, de discipline, une possibilité de le révoquer, de le licencier, etc. Donc, quand les conditions du cumul sont permises, il faut que l'on puisse distinguer le mandat social et les fonctions inhérentes au contrat de travail. Donc, évidemment, il faut un contrat de travail bien conçu, bien rédigé et un mandat social distinct avec les deux rémunérations qui soient fixées dans les deux corpus juridiques. Donc la rémunération du contrat de travail doit être distincte et identifiable en fonction des fonctions techniques exercées par le salarié.
Donc, il faut qu'il y ait subordination juridique, on en a déjà parlé. Donc, ça exclut de facto, hein, on l'a vu tout à l'heure, dans les petites entreprises, notamment le gérant majoritaire de la SARL, puisqu'il est son propre employeur. Et si toutes les conditions de forme et de fond sont satisfaites, on est pour rappel, hein, dans le régime des conventions réglementées. Donc, il faut les autoriser selon le formalisme adéquat. Donc, de prévoir en assemblée générale, soit a priori, soit a posteriori. Enfin, autorisation préalable quand on est en SA et mention dans les PV d'assemblée générale des SARL et SAS. Ok. Muriel, tu as quelque chose à ajouter? Peut-être d'un point de vue cotisation sociale, il est fait état, effectivement, s'il n'a pas de rémunération au titre du mandat social, effectivement, ça va générer aucune cotisation sociale. Après, si on parle de cotisation sociale dans la question par rapport à un cumul contrat de travail, voilà. Mais vu le descriptif, on ne devrait pas être sur un contrat de travail, on va être sur un mandat social, donc en l'absence de rémunération, comme c'est légal, ben oui, ça ne déclenche aucune cotisation sociale. Ok, j'ai une question par rapport à la question 3. Si coactionnaire à 50%, le lien de subordination existe-t-il? Non, égalitaire est assimilé à majoritaire. Ok. Question 5. Il nous reste une demi-heure. Quelles sont les précautions à prendre et pièges à éviter dans la rédaction des contrats de travail des cadres dirigeants? Alors, j'aurais tendance à dire qu'il faut s'entourer des mêmes précautions que pour la rédaction d'un cadre classique, on va dire, si ce n'est qu'on va peut-être porter, oui, un point d'attention beaucoup plus particulier sur la rédaction de la clause de la durée de travail, puisque qu'on ne fasse pas d'amalgame avec le fait que ce ne sont pas des forfaits jours, ce ne sont pas des conventions de forfait heure en incluant un quota d'heures supplémentaires. On est vraiment sur hors horaire, hors durée de travail. Donc, voilà, une vigilance spécifique sur cette rédaction de clause durée de travail. Et puis après, tout ce qui est peut-être les délégations de pouvoir, les obligations de loyauté, de confidentialité, j'allais dire de façon classique ou peut-être un peu plus spécifique, Olivier? Oui, ah ben, pour illustrer cela, tout bêtement, j'ai pris un extrait de mon closier, hein, et c'est très succinct, mais très clair, hein. Donc, la clause à ce sujet qu'on peut proposer dans un contrat de travail, enfin, à adapter le cas échéant, on peut la libeller de la façon suivante. Compte tenu de l'importance de ses responsabilités et de sa participation à la direction de l'entreprise, monsieur ou madame X a la qualité de cadre dirigeant relevant de l'article L. 3111-2 du Code du travail. Il ou elle n'est donc pas soumis aux dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos journalier hebdomadaire et les jours fériés. Code du travail, troisième partie, livre 1, titres 2 et 3. Voilà, donc c'est extrêmement succinct, mais bon, évidemment, faut l'adapter à la situation. Mais en partant de cette base, on est sûr de ne pas faire de grosses bêtises. Alors, j'ai deux questions. Sur la clause durée du travail, est-il judicieux d'ajouter une mention sur la santé et la sécurité liées à l'absence de durée du travail? Bah, je dirais a priori non. Sauf pour un cadre qui travaillerait dans des dans des conditions exposant sa santé de façon excessive. Mais bon, a priori, je dirais non. Ok. Une autre question. La délégation de pouvoir doit-elle être intégrée dans le contrat ou doit-elle faire l'objet d'un acte distinct? Il n'y a pas de règle, hein. Il n'y a pas de règle. Enfin, quand elles sont complexes, il vaut mieux les faire par acte séparé. Je pense ce qu'on voit souvent, c'est des délégations en matière
en matière d'accidents corporels. Et là, le plus souvent, ce sont des actes distincts parce que c'est évolutif, parce que les règles évoluent, parce que on voit ça beaucoup dans les entreprises de travaux publics, par exemple, où par principe et par défaut, c'est le chef d'entreprise qui est pénalement responsable de tout accident qui surviendrait sur tout chantier partout où la société exerce, donc ce qui est extrêmement vaste. Donc, dans ces entreprises-là, eh ben, il y a des délégations de pouvoir en matière de sécurité au profit de directeurs d'exploitation, qui eux-mêmes subdélèguent à des chefs de région ou des chefs de chantier ou je ne sais quoi, ou des directeurs d'exploitation. Donc là, il vaut mieux les faire séparer parce que quand tel ou tel cadre démissionne, dans cette chaîne de transmission et de délégation de responsabilité, il faut se mettre à jour et donc c'est pas pertinent de le faire dans le contrat de travail. Après, si c'est une délégation qui n'a pas vocation à être évolutive tout au long de la durée du contrat de travail, on peut la mettre dans le contrat de travail. Ok, j'ai une autre question par rapport aux associations. Dans le cadre d'une association de droit privé, loi 1901, un directeur est-il cadre dirigeant? Un peu spécifique, mais Je dirais, titre cadre dirigeant, les je peux te renseigner, hein. les associations relèvent du Code du travail. Oui, ça peut être un cadre dirigeant. Je dirais, s'il répond à la définition que l'on a faite avant, Oui, oui. ce n'est pas parce que l'employeur est une association, effectivement, ça rentre dans le champ d'application de la législation sur la définition du cadre dirigeant. Absolument. Et j'ai une autre question. En cas de contentieux, l'entreprise peut-elle, en l'absence de contrat écrit, opposer le statut de cadre dirigeant pour s'opposer au paiement d'heures supplémentaires? Oui, On va oui, peut-être là, en parler absolument. après. Oui, oui. Là, c'est vraiment une application in concreto, hein. Et donc, bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cadre légal soit très clair, soit le fruit de dizaines d'années d'évolution de la jurisprudence, donc il est très, très précis, on trouve encore énormément de contentieux, moi, j'ai jamais vu d'autres contentieux que des contentieux sur le paiement d'heures supplémentaires. Alors, il en existe peut-être d'autres natures, mais moi, tout ce que j'ai vu, c'est là-dessus. Et la jurisprudence que j'ai regardée pour préparer le présent événement, c'est quasiment que ça, hein, que des problématiques d'heures supplémentaires. Et les juridictions font abstraction du contrat ou de l'absence de contrat, c'est-à-dire qu'on peut, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur un cas que j'ai eu de quelqu'un dont on disait que c'était un cadre dirigeant, et puis en fait c'était uniquement pour le faire travailler énormément et pas le payer, et pas lui payer ses heures supplémentaires et pas lui faire bénéficier d'un forfait jour. Et on a fait requalifier en disant que c'était pas parce qu'il était mentionné dans le contrat que c'était un cadre dirigeant qu'il en était un, que les critères de la loi n'étaient pas tous réunis, et on a fait requalifier et obtenu le paiement d'heures supplémentaires. Question 6. Comment rédiger une clause de rémunération variable adaptée à un cadre dirigeant? Je répondrai à la question, les règles vont être identiques à celles de notre salarié pour lequel on a une rémunération fixe et une part variable de rémunération, avec toujours les mêmes respects de objectifs réalisables et atteignables, et surtout qui ne doivent pas contribuer, peut-être là pour le cas dirigeant, à lui faire porter le risque d'entreprise finalement. Donc voilà, un respect de règles identiques avec plus de vigilance peut-être sur l'objectif par rapport au risque entreprise de façon globale. Ok, j'ai une autre question. Est-il possible d'ajuster les droits du mandataire social suite à une réponse négative de couverture chômage lors d'un rescrit de France Travail? Mais ça, on va peut-être aborder le chômage dans des questions ultérieures, mais vous voulez répondre maintenant?
Je n'ai pas entendu le début de la question, Myriam. Est-il possible d'ajuster les droits du mandataire social suite à une réponse négative de couverture chômage lors d'un rescrit France Travail? Ben, mis à Oui, part oui, oui, une... oui, c'est le principe, hein. C'est le principe. Si France Travail dit vous ne pouvez pas prétendre à l'assurance chômage, on cesse de payer les cotisations et la décision de l'administration est opposable. Mais là, la question portait sur un mandataire social. Donc, le mandataire social, par définition, il est exclu du régime d'assurance chômage. C'était ça la On va question. l'aborder plus tard, Oui, hein. On a des oui. questions sur ce sujet-là. Question 7. Les cadres dirigeants sont-ils soumis aux mêmes durées de travail que les autres salariés? Voilà. Ben Un peu non, justement, répondu. voilà, c'est bien le principe de ce statut, c'est que il y a pas de notion de durée du travail. Il n'y a pas non plus ils sont pas éligibles au forfait jour que l'on connaît pour les cadres. Donc, ils sont totalement exclus, comme on l'a vu tout à l'heure, de tout un pan des dispositions du Code du travail. Les seuls qui leur restent applicables, c'est les dispositions relatives aux congés payés. Donc, ils ont droit à avoir leurs 5 semaines de congés payés ou plus si la convention collective est plus favorable. Mais en dehors de ça, on ne compte pas leurs heures. S'ils font du travail de nuit, il n'y a pas de repos compensateur. S'il y a des astreintes, c'est pas compensé non plus. Voilà, il n'y a aucune notion on ne comptabilise pas du tout leurs horaires. Ok, on a une question sur les congés payés, mais on a d'autres questions qui vont aborder aussi ce sujet-là. Donc, on va avancer. Comment sont voilà, les congés payés dans le cadre d'un contrat de travail pour un cadre dirigeant? Et qu'en est-il justement des congés payés? Alors, on va être sur les dispositions légales ou conventionnelles ou d'accord d'entreprise, hein, donc les mêmes règles, puisqu'effectivement, les congés payés, ça fait partie des dispositions légales qui sont donc applicables aux cadres dirigeants. Ce qui est fortement recommandé, c'est que les cadres dirigeants, il faut qu'ils se conforment aux procédures prévues par l'entreprise au niveau de la prise des congés payés. Et puis, étant donné qu'on a quand même dans le Code du travail une obligation de mentionner les dates et la valeur de la prise des congés payés sur les bulletins de salaire, voilà, il faut respecter les règles, même pour les cadres dirigeants. C'est également le seul moyen en cas de contentieux de prouver que des congés payés ont été accordés. J'ai une question par rapport à ça. Si exclut des dispositions cadres au forfait, donc pas de RTT? C'est ça, c'est ça. Okay. Question 9. Quels sont les régimes de base en termes de prévoyance, de fin de carrière et de retraite pour un cadre dirigeant? Là, on est plus sur de la protection sociale. Alors, le cadre dirigeant en soi n'est pas une catégorie objective qui permet de lui ouvrir un contrat dédié, ce qui veut dire qu'un cadre dirigeant va devoir être attaché à un contrat collectif d'entreprise. Quand bien même on a une classification qui est qualifiée de cadre dirigeant dans la convention collective et qui permettrait d'ouvrir un contrat basé sur une classification conventionnelle élevée, ça ne doit pas conduire à finalement viser uniquement des cadres dirigeants. Donc, en synthèse, ça veut dire que le régime de base en matière de prévoyance, c'est le même que celui d'un cadre. On va y revenir parce que je crois qu'il y a une question un peu plus loin. C'est la référence à l'accord national interprofessionnel de 2017 qui prévoit obligatoirement une prévoyance pour les cadres, article 2.1, et en l'espèce, le cadre dirigeant va être dans cette classification-là. Voilà, aujourd'hui, on a une doctrine, enfin le BOSS, hein, pour parler de doctrine opposable à l'administration, qui exclut catégoriquement les cadres dirigeants comme étant une catégorie objective. Donc, on va se rapprocher de la catégorie cadre. Et pour ce qui est fin de carrière, retraite, on peut avoir des dispositions de branche améliorées ou tout simplement des accords d'entreprise ou contractuellement une clause, Olivier, qui pourrait venir effectivement améliorer le régime de départ, de fin de carrière d'un cadre dirigeant.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. On peut aménager. D'ailleurs, quand il y a des aménagements dans les entreprises, c'est rarement au profit des subalternes, c'est toujours les cadres dirigeants qui en profitent. Ok. Question 10, il nous reste 20 minutes. Est-ce la mention sur l'extrait de CABIS qui conditionne la protection sociale du cadre dirigeant ou la décision de nomination elle-même, par exemple, dans une SAS? Mais alors là, l'inscription sur le CABIS, c'est nécessairement la résultante d'une décision d'assemblée générale ou autre. Donc non, le fait générateur, c'est la décision elle-même. C'est la décision de nomination qui implique l'application de tel ou tel régime. J'apporterai une précision sur la question telle qu'elle est formulée. On nous parle de cadre dirigeants. Or, sur un CABIS, on va retrouver uniquement les mandataires sociaux, Ouais. pas les cadres dirigeants. Ben, à moins qu'il ait la double casquette. À moins qu'effectivement le mandataire cumule avec un contrat de travail. Ouais. Voilà. Donc, la question peut appeler une réponse adaptée, effectivement. Okay. Question 11. En matière de protection sociale des cadres dirigeants, à quoi faut-il faire attention? Eh bien, dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure sur la protection sociale des cadres dirigeants, si on parle d'un cadre dirigeant avec un contrat de travail, hein, puisque c'est la question, on va devoir s'assurer qu'on le fait cotiser à un contrat collectif cadre prévoyant à minima une cotisation à 1,5% de son salaire tranche A, dont une quote-part affectée au capital d'essai. Ça fait partie des obligations de couverture pour les cadres, hein, au sens large. Et donc, le cadre dirigeant doit également, à minima, avoir ce type de couverture. Je rappelle qu'à défaut de couvrir effectivement, d'assurer la protection prévoyance d'un cadre ou d'un cadre dirigeant, l'entreprise devient son propre assureur avec une pénalité pour les ayants droit qui peut aller à un capital de 3 fois un pass annuel, hein, donc clairement plus de 140 000 € d'indemnité en cas de manquement à cette obligation de mise en place de contrat. Voilà. Okay. Question 12. En cas d'invention, création par un cadre dirigeant dans le secteur technologique ou au sein d'une entité de recherche, quelles sont les pratiques en matière de détention de droits et de partage de la propriété intellectuelle? Alors là, il n'y a pas de particularité pour les cadres dirigeants. Ils sont logés à la même enseigne que les autres salariés, hein. Alors là, c'est un régime assez complexe, puisqu'il y a divers, en propriété intellectuelle, il y a une infinité de choses, hein. Il y a les brevets, la partie technique, après il y a les dessins et modèles, il y a les droits d'auteur pour les œuvres littéraires, etc. Donc on ne peut pas tout balayer, mais la question est intéressante et je propose de donner quelques indications. Donc dans le code de la propriété littéraire, de la propriété intellectuelle, il y a un principe, c'est que l'auteur d'une œuvre en est propriétaire. Donc là, de par la loi, c'est le salarié qui est propriétaire de l'invention. Mais évidemment, ce principe est assorti d'une grande quantité d'exceptions. Une exception déjà d'ordre général, c'est ce qu'on appelle les œuvres collectives, c'est-à-dire celles qui ne sont pas attribuables particulièrement à tel ou tel salarié, mais à un ensemble de personnes au sein de l'entreprise qui ont travaillé sur un projet avec des moyens qui sont mis en œuvre par l'entreprise. Enfin, qui sont mis à leur disposition plus exactement par l'entreprise. C'est le cas des laboratoires pharmaceutiques ou je ne sais quoi, où il y a parfois tout un staff qui travaille pour aboutir au bout de quelques années à une invention. Donc là, on est dans la définition de l'œuvre collective. Donc, principe, c'est le salarié, sauf si c'est une œuvre collective. Et quand bien même ça serait une œuvre propre au salarié, qui lui serait donc personnel d'après le code, ça, c'est vrai dans les rêves. En réalité, ça n'est très rarement attribué aux salariés, puisqu'on trouve très souvent dans les contrats de travail
des personnes qui travaillent sur ce genre de sujet, des clauses de rétrocession au profit de l'entreprise, et ces clauses sont parfaitement valables dès lors que le formalisme inhérent à ce genre de choses, puisque c'est compliqué, est respecté. Donc voilà, on a ce principe de propriété dévolu à l'auteur de l'œuvre, mais qui en pratique n'existe quasiment jamais, puisqu'on est soit sur les formats d'œuvres collectives, soit sur les œuvres qui sont rétrocédées à l'employeur en vertu d'une clause contractuelle. Il me semble qu'on a perdu Myriam. Oui. On a perdu Myriam. Donc, que fait-on? On lit les questions pour avancer? Donc on était, oui, on peut poursuivre sur la 13. Sur la 13. Alors, quelles sont les spécificités de la clause de non-concurrence dans un contrat de cadre dirigeant? Alors, effectivement, sur le contrat de cadre dirigeant, bon, par définition, il va agir dans l'intérêt de la société qui va diriger. Sans clause particulière, on a cette obligation légale de loyauté, mais bien souvent, effectivement, il est conseillé de renforcer ces obligations-là par une clause de non-concurrence. Et dans ces cas-là, on va se retrouver finalement sur le même respect des mêmes conditions qui valident ce genre de clause, avec une limitation bien sûr dans le temps et dans l'espace, mais également sur l'étendue des activités de non concurrentes. Et peut-être effectivement, du fait qu'il s'agit d'un contrat de cadre dirigeant, on va peut-être développer davantage le contenu de l'obligation de non-concurrence. On va peut-être apporter plus de restrictions sur le fait peut-être également de lui interdire de détenir des parts sociales dans une activité, une autre société concurrente. Voilà, donc on va peut-être renforcer le champ de ces interdictions, mais de manière générale, on va devoir respecter les conditions de fond et notamment, bien sûr, la contrepartie pécuniaire. Voilà, sachant que les cadres dirigeants sont souvent détenteurs d'une partie importante ou parfois peu significative du capital de l'entreprise. Et dans ce cas-là, ils sont aussi souvent liés par un pacte d'associés ou pacte d'actionnaires qui, en général, lui aussi prévoit une clause de non-concurrence. Mais je crois que c'est un sujet qu'on aborde dans une question suivante. Tout à fait, puisque la question suivante est comment encadrer les responsabilités des cadres dirigeants pour éviter les risques de contentieux. Donc là, au même titre que sur d'autres questions précédentes, il n'y a pas vraiment de particularité sur les cadres dirigeants, si ce n'est qu'évidemment, au plus on monte dans la hiérarchie, au plus les responsabilités sont importantes, au plus les enjeux le sont aussi. Donc voilà, et il est évident, il faut être rigoureux tout le temps, hein, dans la rédaction des contrats de travail et des contrats en général. Il faut l'être d'autant plus qu'on a affaire à des personnes importantes au sein de l'entreprise. Donc là, je rappellerai simplement les règles un peu basiques. Évidemment, il faut être rigoureux dans la rédaction du contrat de travail, soigner tout particulièrement les fiches de poste, puisque voilà, c'est aussi un élément du champ contractuel. Puisqu'on parle de cadres dirigeants, c'est souvent des gens dynamiques, ils sont recrutés à un certain niveau, ils évoluent, ils progressent, donc il faut figer tout ça et le mentionner dans des avenants à chaque fois qu'il y a des évolutions importante ou moins importante d'ailleurs du cadre contractuel, et puis a fortiori évidemment si c'est un cadre qui est au forfait jour et qu'on lui dit ben voilà tu es très performant, on te fait évoluer, tu vas monter en grade, tu vas être cadre dirigeant, évidemment il faut ajuster le contrat à son nouvel environnement. Donc voilà les précautions de base. Donc évidemment, alors moi j'ai pas de clients au CAC 40, hein, donc je sais pas comment ça marche concrètement de près, mais bon, je crois savoir qu'ils sont très structurés, qu'ils ont des services RH très performants et que pour eux c'est une évidence
structurer ça. Voilà, moi, mon cœur de clientèle, c'est des petites entreprises voilà, ils consacrent pas beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à cadrer le juridique et d'autres sujets d'ailleurs, hein, qui leur paraissent mineurs. Donc, c'est à nous, intervenants externes, de cadrer tout ça. Et c'est vrai qu'on a parfois du travail à faire pour adapter le cadre juridique aux situations concrètes que l'on rencontre au travers de ce que nous disent les clients en consultation. Ça marche. Comment se prépare un accord de départ négocié pour un cadre dirigeant? Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit il y a quelques instants. Donc, si on parle que du contrat de travail, que de l'aspect cadre dirigeant, il n'y a pas de particularité par rapport à une autre rupture de contrat, si ce n'est les enjeux financiers. Ce qui est intéressant de dire à ce sujet, c'est que, comme on l'a évoqué aussi, le cadre dirigeant détient souvent un petit bout du capital ou un gros bout du capital de la société. Donc, il est souvent aussi lié par un pacte d'actionnaires ou un pacte d'associés. Et donc, il faut gérer harmonieusement la sortie et la fin du contrat de travail et la sortie du capital de l'associé ou de l'actionnaire. Donc, il faudra détricoter en même temps les deux relations contractuelles. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a parfois un petit peu une friction. Il peut y avoir une friction sur la clause de non-concurrence du contrat de travail et la clause de non-concurrence du pacte d'actionnaire. On voit souvent d'ailleurs des gens, des cadres qui commencent par être salariés avec un contrat classique, une clause de non-concurrence, qui deviennent cadres dirigeants. J'ai vu des dossiers où dans le même temps où on leur faisait signer l'acquisition des titres et la signature du pacte d'actionnaire, on leur faisait signer un avenant au contrat de travail, supprimant la clause de non-concurrence parce qu'elle était basculée dans le pacte d'actionnaire. Et dans le pacte d'actionnaire, on n'a pas l'obligation d'indemniser la clause de non-concurrence. Voilà. Enfin, bref, il y a souvent les problématiques que l'on rencontre, elles sont souvent très à l'articulation de ces deux statuts, de la nécessité de rompre le pacte d'actionnaire et le contrat de travail. Et les sujets voilà, très rapidement, on en vient aux questions financières de toute façon. Tous les autres sujets, en général, sont secondaires et sont traités facilement. Les sources de conflits que je rencontre le plus fréquemment, c'est pas tant sur le contrat de travail lui-même, c'est sur la valeur des titres qu'on oblige l'ancien salarié, ancien salarié associé, la valeur des titres qu'on l'oblige à céder. Voilà. On a souvent des valeurs de calcul dans les pactes d'actionnaires qui permettent soi-disant d'éviter les conflits avec une valeur de calcul d'après le dernier bilan, etc., etc. Quand on part en guerre, c'est souvent sur ces problématiques-là, la valeur des titres et évidemment aussi les indemnités de rupture quand c'est l'employeur qui demande la sortie du salarié. Donc, comment se prépare, pour répondre à la question, comment se prépare un accord de départ négocié? On essaie de faire un protocole quand on arrive à s'entendre rapidement ou après discussion plus ou moins vive. L'idée, c'est de faire un protocole qui règle la totalité des sujets. Et on a quand même un atout quand on négocie ces dossiers-là, c'est que puisqu'on verse des sommes à plusieurs titres, dans le cadre de discussions gagnant-gagnant, on peut discuter et s'arranger pour verser un peu plus en indemnité de rupture ou un peu plus en prix de cession des titres. Voilà, pour optimiser un petit peu, dans une certaine mesure, les aspects fiscaux et de paiement de charges sociales. Très bien. Question suivante. Dans quel cas un cadre dirigeant actionnaire avec statut de président, SAS,
peut-il bénéficier de la couverture chômage ACEDIC? Pour un dirigeant TNS gérant SARL, non actionnaire de la société, y a-t-il une solution pour avoir un statut de salarié? Là, on est sur les questions de chômage. Alors effectivement, il y a deux questions, donc je démarre par la première. Sur le cas du dirigeant actionnaire avec statut de SAS, donc j'en déduis qu'il cumule avec un contrat de travail son mandat social et de surcroît il est actionnaire. Donc comme on l'a dit, par définition, le mandataire social il est exclu de l'assurance chômage. Donc ça veut dire que pour bénéficier de la couverture chômage, ça va être uniquement sur le contrat de travail de cadre dirigeant, mais est-ce un contrat de travail qui a été reconnu comme tel de par les fonctions techniques réellement exercées avec un véritable lien de subordination. Donc, j'en reviens à tout l'enjeu de s'assurer préalablement avant la fin du contrat de travail de cadre dirigeant de l'opposabilité auprès de France Travail du contrat de travail pour sécuriser les cotisations sociales, pas parce qu'on cotise qu'effectivement, à l'issue du contrat de travail, on pourra bénéficier d'une couverture. Voilà, donc le conseil reste toujours le même en cas de cumul pour sécuriser le contrat de travail et être sûr qu'il s'agit d'un véritable contrat de travail, de solliciter France Travail et les services juridiques de l'UNEDIC. Sur la question du dirigeant TNS, pardon, donc là on est sur une situation un petit peu différente. On est sur une structure où la personne en question n'est pas actionnaire. Donc effectivement, si elle n'est pas actionnaire, potentiellement, en tout cas juridiquement, on pourrait aller chercher un cumul contrat, travail, mandat. Cela dit, l'administration est assez réticente à reconnaître un contrat de travail dans des structures de petite taille, on va dire. Et puis, avec toujours la question de est-ce un véritable contrat de travail? Voilà. Donc, une solution pour un gérant travailleur indépendant, c'est encore, faut-il pouvoir mettre en avant des fonctions techniques et un véritable lien de subordination. Bon, là, en l'espèce, étant donné qu'il n'est pas du tout actionnaire, peut-être que ça peut être envisageable, mais ça reste toujours assez délicat. Voilà. Et dernière question, il nous reste 2 minutes. Quels sont les droits d'un cadre dirigeant en cas de licenciement avant l'âge légal de la retraite? Et deuxième question, peut-il prétendre à des indemnités de licenciement? A-t-il droit au chômage? Alors, sur les droits d'un cadre dirigeant en cas de licenciement, effectivement, s'il est titulaire d'un véritable contrat de travail de cadre dirigeant, il va pouvoir bénéficier des indemnités, soit de la branche, soit des accords entreprises, soit celles qui contractuellement lui auront été définies. Voilà, donc on peut avoir une amélioration des droits à indemnité licenciement par rapport à une négociation lors de la mise en place du contrat de travail. Et sinon, à minima, il relève des dispositions effectivement qui lui sont applicables dans la branche comme n'importe quel cadre d'entreprise. Peut-il prétendre à des indemnités licenciement? J'ai répondu à la question. C'est si on est en présence d'un contrat de travail de cadre dirigeant, oui. Et a-t-il droit au chômage? Si on a sécurisé et qu'on n'a pas effectivement de remise en cause par rapport à un lien de subordination. Donc, de toute façon, on sécurise, on fait un rescrit et ça permet de savoir à un instant T, quand le contrat est conclu, qu'effectivement, sauf à ce qu'il y ait des modifications au niveau de la société, la répartition peut-être des parts ou tout autre événement qui viendrait altérer finalement la position des services UNEDIC, eh bien au moins ça sécurise et on sait effectivement où on va sur l'assurance chômage et le fait de bénéficier d'une couverture en cas de rupture du contrat de travail. Oui, sachant que sur les deux thématiques, que ce soit la retraite ou les indemnités de licenciement, on peut contractuellement aménager les choses au profit de tel ou tel salarié. Donc moi, par exemple, je l'ai fait récemment pour dans un groupe de supermarchés, supermarché de petite taille. C'était un groupe familial. Le fondateur a vendu, il a laissé son fils à la tête de certains établissements. Il avait avec un statut de cadre dirigeant.
Et pour être sûr que la nouvelle équipe le licencie pas à bref délai, on a concomitamment à la cession aménagé son contrat de travail avec une clause disant qu'en cas de licenciement dans les 5 années suivant la cession, les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement seraient multipliées par 2. Voilà, donc on peut aménager, et quand il y a des aménagements dans les entreprises, c'est souvent sur des hommes clés, hein, donc sur des cadres dirigeants. Mais bon, voilà, c'est une remarque qui ne vaut pas que pour les cadres dirigeants. Ok. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, nous vous remercions pour votre présence à Direct du droit. Vous allez recevoir un mail avec un lien vers le replay. Également, nous donner votre avis sur l'organisation et si les réponses des intervenants ont correspondu à vos attentes. De mon côté, je vous souhaite un très bon appétit pour les personnes qui vont aller déjeuner et n'hésitez pas à nous rejoindre pour un prochain direct du droit en janvier qui portera sur les entreprises en difficulté. Voilà, merci à vous et un prochain direct. Désolée pour mes petits problèmes techniques, indépendants de ma volonté. Merci, au revoir. Merci Au revoir à tous. Au revoir.